c'est pas mal, mais on vise un public de parents, d'élèves, je sais pas si c'est pour ça. Mais c'est ludique, je pense que ça a été bien fait. On n'a pas fait beaucoup de lycées. Mais quand même, on a des classes préparatoires. Moi, je me suis engagé. Terminal, ils peuvent peut-être les relais, quoi. Pareil, les gens là-bas, on peut peut-être les relais. À qui Voilà, c'est ça. Là, ils peuvent avoir des frères, des sœurs, des amis. Heureusement. Allô. Oui, par écrit sur la place. Député. Oui, mais Son nom, vous voulez savoir son nom, ça? non. Son nom et son groupe. Bah, c'est des insoumis. D'accord. Regardez sur un mouvement du mouvement socialiste, donc ça veut pas dire que c'est un choc. Alors, l'expression va réitérer Barbara, par contre, c'est
à minima de restreindre l'équation intérieurement, plutôt que de dire c'est mieux par mois parce qu'elle nous en place. Subvertir en tant que la chose, sur le gouvernement, par exemple, par exemple, pour regarder comment on a travaillé. Ça, c'est gouvernement, voilà, on peut arriver maintenant, on va vers la hiérarchie des normes, on change interne, on sanctuarise la hiérarchie. Ça, c'est pas de fin de regarder ce qui se passe. C'est un travail de sacré, parce que c'est une bonne travail, a priori, il y a déjà un bon lieu. Et après, c'est pour ça que la méthode qu'on a ici, c'est à la fois pour les gens de santé publique, ça vient de faire. Voilà, en plus, c'est la même chose, c'est pas de servir. Même sur les salles, moi je vais être aussi en public sur ce moment où le Parlement sera un peu dénoncé, des laboratoires, alors le point de vue, par exemple, donc on va voir que les amendements, ils expliquent, moi, ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète, c'est le décalage qu'il y a entre la perception des choses et poser des mesures qui sont en train de dans le droit commun. En même temps, je dis qu'il n'y a pas besoin de voler des listes. Il va falloir qu'on va essayer de faire en sorte que les choses soient claires. Ça va être le travail dur. Justement, le mouvement social va pouvoir débuter seulement à la rentrée. Les Français, à la rentrée, il y a certaines batailles qui sont déjà derrière nous. On va essayer pendant l'été de faire en sorte d'aider la base à la mutualiser des spectres. Ça va être le principal travail. Non mais c'est le coup de la cravate, on était un coup pour un coup d'éclat, un coup pour les commentateurs de marché, parce que vraiment d'ailleurs, mais ça a été voulu, mais ça a été discuté en une minute sur les ordinaires. Et vous avez, les journalistes ont passé toute la saison de ces sans cadence, puisque notre principal fait d'armes pour la première semaine, pour nous c'était véritablement un sujet. Alors on peut se dire en fait que dans le groupe, la plupart des députés ont été élus sans cravate, c'est un cas, on jamais à un moment donné, je ne suis pas le seul, je ne dirais pas les noms, mais la plupart des hommes, ils n'avaient pas l'habitude de prendre leur nœud de cravate. Chez lui, il a plus souvent de forcer, vous savez. Je crois qu'il y a des moyens de forcer de cravate. C'est plus lui d'ailleurs qui s'est adapté à la position majoritaire de groupe. Mais pour nous, ça a été réglé en incontable, en repliant le bagage à la fin de la réunion. Et pour vous, journalistes, ça a été le fait politique. Non, il n'y a aucun texte à l'Assemblée qui dit qu'il faut porter la cravate. D'accord? Donc c'était pas un sujet, en réalité, ça a été un sujet que pour ceux qui ont vu que, ah oui, il y a tous les autres cravates, le même costume de transport, et puis il y a ceux qui ont choisi d'autres costumes. Nous, on est allé à l'Assemblée, comme nous sommes, parce que nous sommes des militants. Et il n'y a pas de raison que ça change. Et voilà, comme nous sommes. Et je pense qu'on représente peut-être mieux les Français sans cravate. À la fin du métro, j'ai pas vu beaucoup de cravatés que en tant que avec la cravate. Pour moi, c'est vraiment un autre sujet. Enfin, le but, c'est. Non, mais vraiment, c'est pas pensé comme tel. Les interventions dans le Mélenchon dans l'hémicycle la semaine dernière ont été sur une tonalité tout à fait calme, posée. Il n'y a pas de coup d'éclat. Le coup d'éclat viendra certainement dans ce qu'on est en train de voir et ce que prépare le gouvernement. Mais il n'y a pas de stratégie de coup d'éclat permanent. On a un travail là qui est un travail de pédagogie, de prise de conscience, de conscientisation. Non, c'est pas pensé comme un coup d'éclat, mais dès qu'on nous colle l'étiquette de on peut être cabonné du point de vue du journaliste et coup d'éclat. On regarde le travail avec ça. Cet après-midi, le coup d'éclat, c'était Macron lui-même est en train de travailler dans les arrières-salles de la session. Voilà, c'est pas du coup d'éclat, c'est un travail. Regardez dans le texte, c'est très simple. Endormir tout le monde, parce que tout le monde, et vous avez montré que justement tout le monde, sans avancer des politiques. Comment je vais dire ça, combatif, et c'est pas, je ne suis pas bon, vous étiez tous les articles pour les on a le deuxième trait, mais on a d'habilitation à légiférer dessus. Le projet de loi reste dans GPR très générique qui permettra véritablement de savoir quelles sont les intentions des gouvernements. Fort heureusement, la presse, pour le coup, la dépression de c'est que l'on a vu avec les fuites, quelles sont les têtes de gouvernement. Évidemment, on voit que le texte de loi les permet de faire des morceaux et le délire. En fait, ce qui se passe,
intéresse, le périmètre. Ce qui nous intéresse, c'est l'anonymat, c'est respect de pouvoir de faire local, le fait qu'on travaille sur un texte aussi important. Il a un drapeau qui là. Sinon, le fait d'énormément de personnes qui attendent, qui risquent de mourir, à part le MEDEF, je ne vois pas que une entreprise qu'on rencontre, C'est bien. C'est pour ça que je travaille au service politique. Vous êtes collaborateur à la gare, jamais. D'accord. Ici, il a du sable. Non, mais c'est ouais. C'est pire que... Vous vous occupez de vous occuper là sur la sur les voilà, et donc c'est bien. Moi, donc, je n'ai pas la transfert à discours. Ah, d'accord. Merci. C'est pas parce qu'on a vu par le ah, bien. Ok. Merci beaucoup. C'est un retour ou pas? Il faut une question d'éducation pour pouvoir outrepasser ce problème. Vers moi? Encore? J'ai déjà été interrogé par une autre collègue, mais pas de RMC. Sans pour autant l'idée. Un retour? Un nouveau sandwich. Simplifier les armes, c'est-à-dire transformer ce que non, je dois vous avouer que de toute façon, il est sur pied droit et pas sur pied gauche, il est sur pied gauche et pas sur pied droit, il change très vite d'avis, comme une anguille va tourner dans une direction qui l'arrange. Entre nous, ce n'est pas bon, on ce discours dorénavant. En fait, quand tu es dans les options scolaires, tu lui dis de prendre. Ça va. Cette fois-ci, il est dans mon dos. Enfin, il est sur le côté, plus simple. Alors, votre prénom? Étienne. 27 ans. Je suis engagé et je suis d'accord avec la majorité des idées qu'il a. Qu'il dit. La professionnelle, des propositions, des interactions et des candidats aussi à la députation. Emmanuel Macron qui aujourd'hui voulait introduire une dose de proportionnelle. Pas mal. Malheureusement pas, parce que c'est assez ironique de dire une dose de proportionnelle, parce que déjà quand on regarde le système qu'on a actuellement, ce n'est pas du tout représentatif, parce que c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'on a soit un candidat, soit un autre. Et donc on ne peut pas avoir le choix d'avoir un candidat qui a une puissance de représentation proportionnelle au nombre de votes qu'il a eu au premier tour. Donc c'est assez ironique de dire une dose de proportionnalité. S'il dit que la proportionnalité sera à 1%, si le proportionnel est à 1% des représentants de l'État, c'est ironique. Il n'y a pas toujours 1% qui sera représenté par 20% dans Mars, 20%, et ainsi de suite. Donc une dose de proportionnel, ce sera toute la proportionnalité. Dans ce cas-là, ça remet complètement le gouvernement législatif, soit on arrête de se foutre de la gueule des gens. Il faut une véritable proportionnelle. On ne peut pas se permettre d'avoir... C'est comme quand on travaille. On peut pas se permettre de travail. Ça ne fonctionne pas. Si on est pleinement au travail, dans ce cas-là, si on se met dans ce travail, on fait un travail qui est bien, qui est agréable, je vais vous prendre à partie. C'est bien plus agréable de réussir à faire un travail correct que de faire quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est la même chose, ça fonctionne partout de la même façon. 100%. Je considère que le système actuel n'est pas
musique dans une gare à Émile le fait qu'il y avait des gens qui réussissent. Non, pas du tout. Pourquoi donc? Et puis, mais rien. C'est ballot parce que je pense qu'il n'a pas vu qu'il y avait beaucoup de riens qui avaient fait leur rentrée parlementaire dans la semaine. Alors nous tous les riens, et ben on va faire du bruit et puis on va lui montrer que plein de petits riens, ça peut faire beaucoup. Notre absence cet après-midi, que nous avons passé à faire des amendements sur le texte de la loi d'habilitation. Qui avons déposé le plus d'amendements. Les amis, merci à tous d'être si nombreux. Alors, Caroline l'a dit, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous n'étions pas à Versailles aujourd'hui. Notamment le fait de contester ce fait du prince qui s'autorise quelques jours avant à convoquer le Parlement en congrès. Et on en reparlera juste après, mais moi je viens vous dire aussi une des autres raisons pour lesquelles nous n'étions pas à Versailles cet après-midi, et que tout le monde ne sait pas, c'est que les parlementaires avaient jusqu'à aujourd'hui 17h pour déposer en commission les amendements sur le texte d'habilitation à légiférer sur le code du travail et la rénovation sociale, comme l'a dit le gouvernement. Donc si nous ne sommes pas allés à Versailles cet après-midi, c'est aussi parce que nous avions un texte à proposer et surtout un texte à protéger, celui que vous connaissez bien, qui est ici. Le fameux texte dont la ministre du Travail a dit qu'il servait à, je cite, embêter 95% des entreprises. Eh bien les amis, je veux vous le dire, nous allons avoir cet été une tâche essentielle. On s'est beaucoup penché ces derniers jours sur le projet de loi d'habilitation qui par nature ne dit pas tout, puisque finalement il dresse simplement les contours du périmètre sur lequel le gouvernement pourra légiférer, notamment sur le code du travail. J'aime autant vous dire que si vous vous penchez quelques minutes sur ce projet et ses différents articles, et nous l'avons fait avec des spécialistes et juristes qui nous y ont aidés, vous pouvez laisser aller votre imagination à tout ce que va pouvoir faire ce gouvernement, et j'aime autant vous dire que c'est d'une gravité absolue. Effectivement, avec ce projet de loi, en l'état, tout peut être fait sur le renversement de la hiérarchie des normes, et notamment le fait de faire de l'entreprise le cadre définitif dans lequel se discute tout ce qui est actuellement légiféré notamment et réglementé par le Code du travail. Donc effectivement, cet après-midi, nous avons travaillé d'arrache-pied, nous l'avons fait depuis plusieurs jours, et alors que nous sommes peut-être parmi les moins expérimentés, en tout cas pour ce qui est du détail du travail parlementaire, nous sommes le groupe qui avons déposé le plus d'amendements en commission. Donc, pendant que Macron endormait la cour à Versailles, les élus de la France Insoumise, à qui on reproche de ne faire finalement que du coup d'éclat, étaient bien au travail cet après-midi, et de manière très sérieuse, vous aurez l'occasion de le voir. On a donc l'été devant nous. Nous avons donc l'été devant nous pour, tous autant que nous sommes, être contagieux et expliquer autour de nous ce que permet ce projet de loi. Nous l'avons dit, à l'heure où les Français sont en train, pour ceux qui ont la chance de le pouvoir, de partir en vacances, il est bien possible que ceux qui ont cette chance reviennent de vacances dans un cadre où tout l'ordre juridique et social de leur travail aura été chamboulé par ce projet de loi. Donc il y a une vraie bataille à mener. Il y a les frémissements d'une conscientisation dans le pays, il faut l'accélérer, nous avons cette bataille à mener, c'est dès maintenant. Nous avons l'été pour la préparer, pour expliquer, pour vulgariser ce texte, de manière à avoir, je l'espère, nous l'appelons de nos voeux,
la plus grande des mobilisations contre la plus lourde des attaques qui est faite au Code du travail, et je vous y appelle toutes et tous. Merci. Alors, comme je sais que vous avez été tous très attentifs et attentives au discours inspirant et créatif de notre cher président Macron Ier, vous avez dû entendre dire et répéter par les médias de la Cour que le président envisageait en finir avec l'état d'urgence à l'automne, parmi les grandes nouvelles. Ce que les médias n'ont certainement pas expliqué et qu'il lui n'a pas dit, c'est que non seulement on va déjà proroger l'état d'urgence, mais à l'automne, ce qui est prévu, c'est de tout simplement faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Alors la première chose qu'on a commencé aussi à faire, parce que non seulement on était mobilisés sur la question des ordonnances, mais on a aussi commencé à travailler sur cette question en commission des lois de la prorogation de l'état d'urgence et des mesures qui sont prévues à l'automne pour en faire le droit commun. Et je pense que ça va être aussi une bataille importante à mener, parce que en même temps qu'ils fragilisent les droits sociaux, en même temps ils détruisent nos libertés et font reculer les libertés démocratiques, parce que c'est aussi une manière de nous paralyser en utilisant la peur de l'ennemi qu'on désigne aussi à l'intérieur, pour d'autant mieux nous faire accepter toutes les attaques, que ce soit sur les questions sociales, économiques et de sécurité. Cette mobilisation elle va être aussi importante parce que, justement, l'état d'urgence permanent, c'est le contraire de ce qui devrait être fait en matière de sécurité. Toutes les études qui ont été montrées, notamment l'enquête parlementaire qui a eu lieu en octobre 2016 et l'enquête menée par Amnesty International, montrent que les mesures d'état d'urgence, une fois dépassée la période justement exceptionnelle dans laquelle elles devraient s'exercer, sont inefficaces. Inefficaces parce que sur les 5000 perquisitions qui ont eu lieu, aujourd'hui, à peine une vingtaine ont donné lieu en fait à des poursuites sans condamnation. Sur les centaines d'arrêtés préfectoraux, et dont une bonne partie ont ciblé les mobilisations contre la loi travail, une petite poignée ont donné lieu en fait à des actions juridiques. Ce sont donc des mesures qui sont inefficaces, qui sont liberticides et qui sont stigmatisantes, parce qu'on va cibler une partie de la population, on va faire des amalgames en vertu d'une religion, on va aussi cibler, et c'est là où ça nous concerne tous et toutes, justement celles et ceux qui se mobilisent, les syndicalistes contre la loi travail, les écologistes, les militants écologistes contre les projets inutiles. Et une fois qu'on a ciblé cela, on pourra s'attaquer à tous et à toutes. Voilà pourquoi il va falloir aussi se mobiliser sur ces questions, et que nous serons mobilisés. Fondamentale. Et parce qu'au final, nous n'aurons ni la sécurité ni la liberté. Merci Daniel. Mes chers amis, notre pays, la France, compte presque 9 millions de pauvres. 14% de la population. Pour Emmanuel Macron, ces gens ne sont rien. Quel président parle ainsi? Ce mépris incroyable pour celles et ceux d'entre nous qui sont dans la difficulté est indigne d'un président de la République. Mesdames, messieurs amis, je suis élu de la Réunion, ce département hors norme, qui compte plus de la moitié de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 60% des jeunes sont au chômage
et pas mieux, beaucoup de diplômés. Alors nous sommes rien et fiers de l'être, mes chers amis, fiers d'être rien. Élus, députés de la nation, sur une circonscription de la Réunion, SMICA. J'étais au RSA activité encore il y a quelques semaines. Alors je suis fier d'être rien, mes chers amis, et je suis fier d'être député de la nation. Je suis fier de faire partie de ces gens qui ne sont rien, comme nous appelle Emmanuel Macron. Et je n'abandonnerai jamais, pour rien au monde, je n'abandonnerai ceux qui sont rien, car je suis rien. Alors je dis à ce président de la République, Emmanuel Macron, je suis tout et nous allons résister, car nous sommes un peuple debout. L'apartheid social, et il est de notre devoir de résister et de mener la lutte tous ensemble. Nous sommes rien, nous sommes tout et nous abolissons les privilèges. Mes amis m'ont confié le soin de résumer en quelques mots la situation dans laquelle nous nous trouvons et l'appréciation que nous en avons. D'abord, je voudrais vous remercier au nom du groupe des parlementaires La France Insoumise de votre réaction rapide à notre appel, même si nous savons que c'était un peu bricolé. Que vous vous prépariez, mes chers amis, à agir en interaction avec vos parlementaires, car nous sommes bien décidés à ce qu'il y ait une sorte d'osmose et de relation permanente entre le mouvement de masse et la représentation politique que nous sommes, car nous nous considérons comme la représentation politique du nombre que vous êtes là, et non pas comme des personnes à qui vous auriez délégué pour vous un pouvoir dont au demeurant nous ne voudrions pas. Les événements d'une exceptionnelle gravité politique sont en train de se dérouler. Et il appartient à cette partie la plus éclairée, la plus intéressée à la compréhension des événements, d'en tirer toutes les leçons. La première est que quand 55% des électeurs et des électrices décident de ne pas aller voter, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont fatigués ou indifférents. Ils manifestent une volonté politique qui se résume en un mot, dégager. Alors qu'ils n'ont pas le moyen de le faire, parce qu'ils leur semblent qu'ils sont enfermés dans des oppositions factices entre La République En Marche et un LR, alors les gens ne vont pas voter. C'est ça que nous avons vu. Il y a donc dans ce pays une immense tension, une immense attente. Personne n'a demandé, à part le MEDEF, que la priorité ce soit de détruire le code du travail. Personne ne l'a fait. C'est l'immigration qui l'a demandé. Et c'est pour obéir au MEDEF qu'a été convoquée cette session extraordinaire. Premier coup de force que je vous demande de bien comprendre, nous ne sommes pas allés à Versailles parce que le président de la République y prenait la parole. C'est un droit constitutionnel dont il dispose depuis que M. Sarkozy a proposé et fait adopter en son temps cette réforme de la Constitution. À l'époque, nous avions été très nombreux à protester contre cette institution d'un discours du président qui vient, parle et s'en va, et ensuite les parlementaires qui ne sont même pas rangés par groupe politique,
c'est-à-dire comme une image de la représentation des opinions qui traversent le pays, mais éparpillées par ordre alphabétique dans l'hémicycle, comme une sorte de troupeau, et qui écoute et ensuite est prié d'acclamer. Ce n'est pas pour cela seulement. Si c'était que cela, nous y serions allés, parce que sinon on n'irait nulle part. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons parfaitement compris le message. Ce message, quand le président de la République parle, avant que le Premier ministre ne l'ait fait lui-même devant l'Assemblée, il se passe quelque chose d'important dans l'ordre institutionnel. Pourquoi ? Parce que quand le Premier ministre fait son discours et sollicite la confiance de la représentation du peuple français, il attend le vote des députés. Et c'est le vote des députés qui lui donne l'autorité d'être le Premier ministre. Voilà pourquoi l'ordre républicain, si l'on s'y réfère, aurait voulu que d'abord le Premier ministre parle, l'Assemblée nationale vote, puis, s'il le voulait absolument, le chef de l'État fasse connaître sa vision d'ensemble. Et là, nous avons été placés dans une situation qui est celle de la monarchie et de rien d'autre. J'ajoute qu'il n'est pas correct, exactement. Ça ira, ça ira. J'avais intérêt à reprendre toute cette période parce qu'il y a beaucoup à savoir de dessus. C'est qu'à la première fois que j'ai ouvert la bouche dans l'hémicycle, il y avait un qui a dit « On sait où ça mène, Robespierre ». Figurez-vous que je le prends comme un compliment. C'est le premier coup de force. Je vous demande, mes amis, par ce pacte particulier qui nous lie, qui vous lie à ceci, vos députés, d'expliquer ces choses autour de vous à des gens qui ne les comprennent pas forcément et qui, des fois, peuvent se dire, eh bien, le président parle, il faut l'écouter, bien sûr, il faut écouter la personne qui parle. Mais il faut bien se rendre compte de la signification du message politique qui est envoyé. Premier coup de force. Deuxième coup de force, nous sommes convoqués en session extraordinaire pour voter qu'on va abroger le code du travail par ordonnance. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est une ordonnance. C'est un texte extrêmement général où on donne au gouvernement le pouvoir de faire la loi à la place du Parlement. Mais de quoi parle-t-on? On n'est pas en train de parler du code de la route, on est en train de parler de 150 ans de lutte sociale consignée dans les pages du code du travail. Eh bien, nous ne reconnaissons pas à ce président le droit de l'abroger sans que nous puissions discuter une seule ligne, un seul mot. Un seul de ces mots qui ont coûté tant de peine et tant d'efforts à ceux qui nous ont précédés dans la lutte. Nos mères, nos pères, nos anciens qui ont mené les combats page à page pour obtenir la réduction du temps de travail et le droit d'être protégés par la loi contre l'absolutisme qui faisait que Jean Jaurès disait « La grande révolution a fait les Français rois dans la cité, il les a laissés certes dans l'entreprise. » Et c'est à cette servitude, à ce déséquilibre du rapport de force qu'il veut nous renvoyer. Voilà pourquoi nous acceptons ça. Et qui se prolonge par un coup de force contre les usages de la démocratie. Daniel vous l'a dit il y a un instant. Jaurès, président! Quand le chef de l'État lui-même dit à l'automne, je libérerai les Français de l'état d'urgence et qu'il comprend parfaitement que l'état d'urgence prolongé sans fin est une victoire de l'ennemi. Car l'ennemi, lui, voudrait une société où il n'y a pas de liberté. L'ennemi voudrait une société où il n'y a que des monarques. La liberté, c'est la première des choses qu'un peuple républicain doit défendre en toutes circonstances. Parce que c'est sa victoire contre l'ennemi que de protéger la liberté. C'est la enfin, il ne faut pas nous dire que ça ne s'appliquerait qu'au cas de terrorisme, parce que l'état d'urgence jusqu'à présent, on nous avait aussi dit qu'il ne s'appliquerait qu'au cas de terrorisme. Mais dans 90% des assignations à résidence et des interpellations, il s'agit de syndicalistes et d'écologistes qui ne sont nullement des terroristes. Alors, nous croyons qu'il faut libérer les Français dès maintenant. Ce n'est pas que nous ne comprenions pas les nécessités particulières de la lutte contre les formes particulières du crime que sont ces actes terroristes. Nous le comprenons. Mais les spécialistes eux-mêmes vous disent que ça ne sert à rien, un état d'urgence permanent.
L'état d'urgence, ça doit être circonstancié et limité au moment où les événements ont lieu, de manière à donner comme une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Mais quand c'est tout le temps, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien d'autre qu'à faire peur à tous les autres qui peuvent, eux, aller en assignation de résidence ou être interdits de circuler au motif que l'état d'urgence permet de le faire contre des syndicalistes ou des écologistes. Alors, voilà les trois coups de force qui sont en train de se produire, qu'il faut prendre au sérieux. Non, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas du sectarisme de refuser de révérer le prince. Or, ce que vous avez fait, à part cette dissertation du niveau d'une chambre de commerce, que vous nous avez infligé pendant 1h30, car ceux qui n'étaient pas à Versailles, j'étais devant mon poste de télévision comme tous mes collègues, pour savoir, bien sûr, quel était le contenu de ce discours. Donc nous aurons demain une laborieuse répétition par le collaborateur du président de la République. Mais quand même, vous avez entendu, il dit qu'il va diminuer le nombre de députés. Vous vous souvenez de ces matins où vous vous êtes réveillés en vous disant « Il est temps de diminuer le nombre de députés, car je vois bien que la démocratie est un problème avec autant de députés. » Ne vous laissez pas intimider les gens par ce populisme démagogique du chef de l'État. Vous n'avez pas trop de députés, vous n'avez pas trop de communes, vous n'en avez pas assez, voilà la vérité. Et vous n'avez pas ceux qui vous représentent, voilà la vérité. Aux parlementaires, si vous ne cédez pas, je le ferai par référendum. Vous l'avez entendu comme moi, c'est une menace qui est faite d'un plébiscite dans les traditions les plus détestables que nous avons connues dans l'histoire de notre patrie. Oui, c'est une menace qui a été faite. Eh bien, s'il veut faire un référendum, il en a un tout trouvé. Peuple français, veux-tu ou non convoquer une constituante qui décidera quels sont les pouvoirs du Parlement ? Et il n'y a pas de limite à cette convocation. Alors voilà les grands faiseurs de blabla sur faire de la politique autrement, qui vous convoquent en plein été. Mais qui croyez-vous que nous soyons? Nous sommes des êtres humains. Nous avons des familles, nous avons des engagements de famille. Nous ne sommes pas à la libre disposition du prince pour rester enfermés dans une assemblée tout l'été. On nous dit on ne peut pas donner de date parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre la circulation des textes. Eh bien, si vous ne le savez pas, alors ne nous convoquez pas. Et si vous ne le savez pas, alors ne mettez pas autant de textes. Ne cherchez pas des prétextes pareils, car nous savons pourquoi le président de la République fait ça avec son Premier ministre. Il le fait pour que nous soyons sous la pression des gens qui sont dans l'Assemblée et qui tous ont des familles et diront « Mais comment, Madame Autain, Monsieur Corbière, etc. Vous allez nous prendre la tête pendant combien de temps? Vous comprenez, il faut qu'on rentre chez nous. » Et le personnel aussi dira ça. C'est une manière de nous mettre sous contrainte, de nous obliger à nous auto-censurer. Eh bien, je vous préviens, sur le Code du travail, il y a 132 amendements. Ils seront discutés 132 fois par 17 personnes. Il a osé dire, il a dit les forces adverses. Je me demande de qui il parle. Les forces adverses sont dans la tête de chacun d'entre nous. Et quoi? Nous allons faire une séance de divan à l'échelle du pays entier pour extraire ce qui est dans la tête de chacun d'entre nous et qui ne convient pas au prince. C'est lui qui dit que nous sommes tous des cyniques. Il entend cynique au sens de gens qui ne respectent rien. Dans ce cas, il s'est trompé d'adresse si c'est à nous qui parle. C'est le contraire. Nous respectons absolument et totalement les vertus républicaines et les principes du combat socialiste et écologique. Nous avons des principes et pour eux, souvent, il est arrivé que les nôtres en meurent. Alors nous n'avons pas de leçons à recevoir et nous ne voulons pas expliquer dans nos cerveaux. Nous voulons penser ce que nous voulons et nous reconnaissons donc le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi le symbole de notre présence au pied de la République. Mes amis, on se reverra. J'ai déjà un rendez-vous à vous donner. Le 12 juillet a lieu le vote du texte. Le 12 juillet, nous nous retrouverons dans la rue. Parce que c'est notre devoir, à nous parlementaires,
d'être là sans cesse à vous rendre des comptes et à vous appeler à nous aider et à porter la parole que nous portons en votre nom à l'Assemblée nationale. Le 12 juillet, vous avez rendez-vous pour vous autres les Parisiens, ici même, place de la République, et tâchez de venir 10 fois plus nombreux que là. Elle a commencé le 12 juillet. Et le 13, le peuple de Paris s'est attaqué aux barrières de Paris. Il a fichu le feu à 21 d'entre elles. Il ne faut pas que je dise ça, on va croire que je vous appelle à foutre le feu aux barrières. Il n'y a plus de barrières. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que, en instaurant ce nouveau régime, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est un nouveau régime, c'est pourquoi nous parlons du régime quand nous le dénonçons, par différence avec le système productiviste, capitaliste, mais le régime, c'est le régime Macron. Vous avez vu cette soirée initiative où il passait devant la pyramide, et vous autres, mauvais esprits, vous avez dit, tiens, voilà tout en Macron. Eh bien non, c'est pas des plaisanteries comme ça. Mais vous voyez bien que vous avez eu le nez creux, ça a été un franchissement. C'est un franchissement de seuil qui est en train de se faire. Alors nous, on fait comme on peut pour rappeler aussi une autre image. Il y a là, devant, quelqu'un qui est venu avec une cravate sous la forme d'un fils. Nous, on n'a pas dit qu'on était contre les cravates. On a dit qu'on voulait être libre d'en mettre ou de pas en mettre, suivant qu'on le décide. On m'a dit il faut une tenue convenable. Eh bien, j'ai dit nous sommes convenables. Allez, marquez dans votre règlement que je dois mettre une cravate et des chaussettes. Vous arrivez à obtenir ça, mais je vous préviens une chose. Quand vous aurez le règlement, vous allez en passer aux femmes. Le code vestimentaire des femmes, ça n'a jamais été qu'une histoire de code vestimentaire. Ça a toujours été beaucoup plus. Alors si vous arrivez à comprendre qu'il est absolument ridicule de vouloir imposer aux femmes un code vestimentaire, vous devez comprendre qu'il en va de même pour les hommes et que d'une façon générale, notre camp n'a jamais accepté le code vestimentaire que le prince leur a signé. Vous n'êtes pas aujourd'hui que nous sommes convenables. J'en profite pour vous rappeler notre passé dans ce domaine. Tiens, l'ami comme cravate, la Clémentine. Ça a commencé avec la première assemblée, les États généraux. Les nôtres n'ont pas voulu mettre la tenue que le roi voulait leur faire porter, qui était un machin tout noir, où on devait voir qu'ils étaient que des sous quelque chose. Ça a continué quand le premier député ouvrier a été élu. C'était le maire de Clemcy, c'est ça? Commentry, pardon. De Commentry. C'était un socialiste. À l'époque, il n'y avait qu'un parti. Et le gars, il est venu avec une blouse. On lui a fait enlever sa blouse. Et contrairement à ce qu'a dit un jeune homme mal instruit, Jean Jaurès se préoccupait des codes vestimentaires. Parce qu'il a écrit une brochure qui s'appelle « L'ouvrier à la blouse » pour parler de ce député qui est venu avec sa tenue de travail à l'Assemblée nationale. Et un jour, une femme est arrivée en pantalon. Et les huissiers ont voulu l'arrêter à la porte. Ils lui ont dit « Madame, ici, les femmes ne sont pas en pantalon ». Et vous savez ce qu'elle a fait, la fille? La seule réponse intelligente qu'on pouvait faire. Elle lui a dit « Ok, je l'enlève ». Ça veut dire cette histoire de code vestimentaire. Et j'en vois qui disent c'est pas une bataille, bien sûr que non, mais ça fait parler, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on réfléchisse, qu'on s'intéresse à l'histoire et au sens des symboles que nous posons, nous, parce qu'eux ils en posent quand il va à Versailles, qu'il parle tout seul et que les autres sont en rang à applaudir en cadence. Ils posent des symboles, et bien nous aussi nous en posons. Et je viens de vous dire lesquels. Alors après, il ne vient pas nous faire la leçon d'histoire. Monsieur Macron, vous avez eu le mauvais goût de dire que Seyès et Mirabeau, eux, n'auraient pas fait leur travail. Nous faisions notre travail cet après-midi en n'étant pas à Versailles et en écrivant nos amendements. Si vous voulez donner des leçons d'histoire, vous êtes tombés sur vos maîtres en ce qui concerne la Grande Révolution. Seyès, c'est l'homme qui a transformé le tiers-État en Assemblée nationale. Eh bien, nous sommes le tiers-État et nous sommes à l'Assemblée nationale. Quant à Mirabeau, qui comme Seyès n'a pas eu la meilleure des fins, ni le meilleur des comportements, il est resté célèbre dans notre histoire lorsque le marquis de Dreux-Brézé, représentant Louis XVI, leur dit qu'il faut rentrer à la maison. Et alors Mirabeau fait cette réponse magnifique, qui est de dire,
Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, notre tour, nous nous faisons l'écho. Nous sommes ici par la force de ceux qui n'étaient rien et de rien que nous n'étions. Nous appelons depuis la chanson internationale, nous ne sommes rien, soyons tout. Des États généraux devant Louis XVI, si c'est à Louis XVI qu'il veut s'identifier. Nous lui souhaitons une meilleure fin. Mais le peuple souverain a fait entendre ce grondement terrible des élections législatives. Et je suis persuadé qu'il va faire encore entendre sa voix. Voilà, chers amis, ce qu'il y avait à dire ce soir. Les uns à Versailles, les autres place de la République, chacun en son nom. Effectivement qu'on soit 10 fois plus nombreux ici. La lutte continue, elle ne fait que commencer. On sera au rendez-vous à l'Assemblée avec les amendements et dans la rue avec les mobilisations.
depuis 20 ans, même 40 ans. Allez, à la droite. Regardez. Oui, mais les gens disent qu'ils ne sommes rien. Alors, justement, il disait ça pour non, mais il posait à ceux qui disaient qu'ils n'étaient rien. Et oui, non, mais à un moment donné, c'est ça qu'ils les teams ils sont